J'arrive au casting et le casting, c'est justement ce plan séquence de 10 minutes que j'ai. Ouais. Okay. Sauf que les filles, toutes les autres filles, je sais, ont à peu près 1 semaine et demie. Moi, vu que ils ont accepté que je vienne au casting au dernier moment, j'ai eu même pas 2 jours pour apprendre les 15 pages de texte. Donc déjà, un stress énorme. En plus, mon agent m'avait appelé, je me souviens, il m'avait dit « Bon, Marie, ça c'est le casting à ne pas rater. » Donc voilà. Et j'arrive au casting et j'étais pas au courant. Il y avait Marina Foïs. Et je passais le casting avec Marina Foïs. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Merci beaucoup Marie d'être avec nous. Ben, merci à toi. D'être avec moi dans le canapé. Ça me fait plaisir. Marie, tu m'avais envoyé un message il y a quelques années pour me dire que t'écoutais Histoire de Daron et c'est vrai que tu me l'as rappelé, je me souviens, j'avais zappé où tu m'avais dit que t'avais découvert mes podcasts par Histoire de Daron, c'est trop drôle. Ouais. Et entre-temps, tu as bien grandi. Oui. C'était il y a quelques années, je sais pas combien de temps. Je crois que c'était en 2018. Ah ouais, donc ça fait bien 4 ans. Ouais. C'est ça. Et entre-temps, en fait, j'avais capté à l'époque que t'étais une jeune actrice qui débutait et tout. Et en fait, j'ai l'impression que je te vois de plus en plus au cinéma. Et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être marrant de t'avoir là dans ce moment de ta carrière, tu vois, de ta jeune carrière qui débute. D'ailleurs, quand je t'ai dit, viens, si tu veux, on fait Histoire du succès, tu m'as dit, enfin, c'est début de succès, calme-toi, quoi. Ouais. Un bébé succès. Ouais, j'avais peur, oui, c'était pas... Bah, je me disais, premier truc que je me dis, c'est, putain, Fab Florent me demande, c'est trop cool. Ah ouais? Genre, ouais, j'aime trop tes podcasts, j'aime beaucoup ta manière d'aborder les gens, t'intéresser aux gens, etc. Ça me touche, hein. Ouais, C'est vraiment, trop cool. vraiment, c'est les podcasts que j'écoute le plus, vraiment. Et... mais tout de suite, je me suis dit, c'est génial. Aussi, je me suis dit, c'est trop cool parce que, effectivement, très personnellement pour moi, ça peut être un genre de témoignage pour moi-même à ce moment-là de ma vie. Et je me dis, ça peut être trop cool de les réécouter dans 30 ans et me dire, ah, tu pensais comme ça? Parce que tu vois, je me dis, par exemple, je sais plus comment je pensais à certains plus jeunes, tu vois. Donc, je me dis que ça pouvait être cool. Mais je me suis dit, Histoire de succès, waouh. Bon, déjà, premièrement, j'ai pensé au regard des autres. Ouais. Et c'est con, mais je me suis dit, mais les gens, ils vont se dire, attends, elle se prend pour qui et tout. Et puis même moi, je me disais, je suis pas du tout dans un grand succès. Bon, je commence à travailler et tout, c'est génial, mais c'était pas un grand succès. Donc j'avais un peu peur de ça. Et puis après, je me suis dit, oh, arrête de fous-toi du regard des autres. Oui. C'est souvent mon problème. Donc voilà. Donc, c'est souvent ton problème. Ouais, je fais trop attention. Alors que c'est ton métier. Je veux dire, t'es comédienne. Bah oui. T'as tous les yeux braqués sur toi. Oui, mais il y a une différence entre les yeux sont braqués sur toi quand tu fais ton travail, quand tu fais partie d'une équipe, d'un film, t'es pas tout seul, en plus. Et une grande différence quand c'est juste moi, tu vois. Que je suis pas à travers un personnage, que je fais pas partie d'une équipe. Okay. Tu vois, les acteurs, on est mis en avant, mais en vrai, on fait partie d'une équipe. On est plein d'acteurs, il y a un réalisateur, il y a une équipe technique, tout ça derrière. Alors que... bah, quand c'est juste moi, quand c'est les réseaux, par exemple, tu vois, c'est juste moi, c'est moi qui me mets en avant, c'est comment je gère mon image. Et ça, je suis beaucoup moins... À l'aise? Ouais, à l'aise. Okay. Ouais. Ça va de plus en plus, et je m'assume de plus en plus, et je me tranquillise aussi, en grandissant. Mais... T'as quel âge, au fait? Bah, j'ai 27 ans. Ouais. Je fais souvent plus jeune, mais j'ai 27 ans déjà. Enfin, je suis très jeune, hein, mais... J'étais en train de me dire, est-ce que tu joues des rôles plus jeunes? Ouais, tu joues des rôles plus jeunes. Ouais, en fait. Bah là, en ce moment, c'est plutôt cool parce que jusqu'à maintenant, je vais des rôles de... Bah là, mon prochain film, je vais faire une meuf de 18 ans, ce qui me fait un peu peur parce que là, j'ai quand même pratiquement 10 ans de plus. Mais je joue des rôles de 18 à 26, tu vois. Les derniers rôles, je joue des mamans aussi.
Oui. Donc, t'as joué dans Asbestas, Ouais. qui est une maman, mais Ouais. qui est une jeune maman, quoi. c'est ça. Et dans Magnétique, où je suis une jeune maman aussi. C'est vrai, en plus, ouais. Bon, c'est des jeunes mamans, Ouais. mais c'est des mamans. Donc ça, c'est trop cool. Je peux me balader entre différents âges. On va parler de tout ça. Hein. Ouais. On va aussi parler de comment t'en es venue à te lancer dans ton métier de comédienne aujourd'hui, ou effectivement de comment ça se passe. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe dans ta tête, là où tu commences à avoir des rôles. En fait, tu commences vraiment à être repéré. Comment ça se passe toi dans l'appréhension de ta carrière, et je trouve ça trop cool de t'avoir justement à ce moment-là. Et merci beaucoup de venir partager. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est, en fait, Marie, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Ouais. Je la connais, cette question, vu que j'écoute, donc je m'y attendais. Et j'ai un peu pensé, là, sur le chemin, pour arriver. C'est compliqué parce que, en fait, je me souviens pas trop dans quel état d'esprit, comment j'étais à l'intérieur de moi à cet âge, 7-8 ans. Je pense que j'étais une petite fille assez heureuse, assez pleine de vie, assez gentille. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire peut-être un topo des lieux autour de moi, enfin un peu dans quelle vie j'étais. J'ai une maman, un père qui était divorcé quand j'avais 5 ans. Donc on a été surtout élevés par ma mère. On était 3 enfants à ce moment-là. Il y en a une qui est arrivée, mais quelques années après. 3 enfants, et donc élevés par notre mère. Plutôt un milieu, je viens de la campagne, pas loin de Bordeaux, et plutôt un milieu pauvre. Bon, à ce moment-là, ça allait. Il me semble que c'est quelques années après qu'on a été plus pauvre, en mode vraiment, ma mère a dû aller au Resto du Cœur, truc comme ça, tu vois. Et en même temps, mon père, beaucoup plus riche. Donc j'ai vraiment un peu eu des milieux sociaux très différents dans ma jeunesse. Donc quand tu voyais ton père... Ouais, c'était super étrange. Je me souviens, par exemple, donc avec ma mère, on était plutôt pauvres, donc on était habillés, enfin... En vrai, j'ai manqué de rien. C'est-à-dire que j'ai pu faire du théâtre. Ouais. J'étais à l'école, j'ai toujours un toit, j'ai toujours à manger. Mais j'avais pas de marque, j'avais pas... Enfin, voilà, c'était la galère. Et je passais comme ça, la semaine chez ma mère à chez mon père, qui habitait dans une grande maison, où on allait en vacances, où j'avais pas les mêmes vêtements. J'avais des vêtements beaucoup plus de bourgeois, quoi. Okay. Et j'ai un truc qui m'a marqué. C'est qu'un jour, normalement, on rentre chez ma mère, on est chez notre père le week-end, on rentre chez ma mère le dimanche soir pour aller à l'école. Sauf que là, c'était pas le cas. On allait à l'école le lundi. C'est notre père qui nous a amenés. Et je me souviens que ma maîtresse m'a regardée et qui m'a dit « Waouh, Marie, comment t'es habillée et tout, c'est très différent. » Elle m'a dit un truc comme ça. Et ça m'a fait une peine énorme pour ma mère. Ouais. Tu vois, et ce moment m'a fortement marqué. Donc voilà... Voilà, mais la vie était plutôt chouette. Je crois que ma mère était une super maman. Je me souviens d'un truc où, on avait des règles à la maison. Je sais pas, c'est tout con, mais on se couchait à 9h. On finissait notre assiette, mais c'était plutôt assez heureux. Et puis j'avais mes frères et sœurs, un garçon et une fille. J'étais la deuxième, et non, plutôt assez joyeux. On déménageait beaucoup. J'ai vu beaucoup de beaux-pères et de belles-mères passer, donc beaucoup de nouvelles vies, beaucoup de... nouveau quotidien, à se réadapter, beaucoup d'écoles, et voilà. Ok. Donc plutôt une gamine qui a l'habitude de bouger, et assez peu de stabilité, entre guillemets, en tout cas, dans... Ouais, après c'était la même région, donc c'est... Oui et non, tu vois, j'ai pas changé de pays. Non, mais il y a un côté adaptation, quoi, qui est... Ok. Ouais. Ok. Comment ça se passe comment ça se passe ta vie au collège? Tu fais déjà du théâtre à l'époque, tu disais? Moi j'ai commencé le théâtre j'ai commencé la première fois que j'ai fait du théâtre, j'avais 6 ans. Et en fait, je pense que justement j'avais cette particularité jeune, c'est que ma mère m'a dit que j'étais un peu spéciale enfant. C'est-à-dire que très très jeune, même bébé, je me souviens, elle m'a raconté que chez ma grand-mère, il y avait une baie vitrée. On mangeait il y avait une baie vitrée en face de moi, et je me décalais pour me regarder. Et en fait, je passais mon temps à me regarder. Et donc, j'ai eu apparemment un rapport très fort et très spécial pour un enfant en bas âge à ma propre image. Et je crois même à ce que je renvoyais. L'effet que je pouvais produire sur les autres. Ma mère avait très peur parce qu'elle me disait, très petite, t'étais déjà... j'avais un côté très séductrice qui est parti, je crois, avec le temps. Un peu quand même, heureusement. Mais ouais, même avec les hommes, tout ça, enfin, comme plein d'enfants peuvent avoir. Tu vois, c'est un truc.
Voilà. Et je crois qu'il y avait un gros envie déjà de plaire. Mais il y avait déjà eu petit traumatisme où j'ai pensé pendant longtemps que ma mère ne m'aimait pas. Parce qu'on me l'avait mis dans la tête. Qui c'est qui t'a Alors là, c'est tout un truc. Oui. J'avais une grand-mère, ma grand-mère paternelle. Là, on rentre dans une histoire longue, mais en très gros, quand je suis née, à 1 an, ma petite sœur est née. On a 1 an et 9 jours d'écart, donc très proche. Sauf que Julie, ma petite sœur, avait des problèmes. Une bronchiolite, elle avait. Okay. Elle a dû rester longtemps à l'hôpital. Donc ma mère a été beaucoup à l'hôpital avec elle. Donc ma grand-mère s'est beaucoup occupée de moi. Et c'était une femme qui avait du blanc et du noir à l'intérieur d'elle, comme tout le monde, mais qui avait pas mal de noir, qui était assez dur. Et je sais pas, et elle m'a un peu accaparé, celle qui a choisi mon prénom, tout ça. Elle m'a accaparé, elle m'a mis beaucoup dans la tête que ma mère, elle me le disait vraiment, ta mère ne t'aime pas. Ouais, gros traumatisme. Parce que du coup, j'ai pensé pendant des années, psy, etc., oui. que ma mère ne m'aimait pas. Donc j'ai eu une relation pendant longtemps conflictuelle avec ma mère. Voilà. Merci mamie. Ouais, c'est ça. Je sais plus pourquoi j'étais partie là-dedans. Parce que tu disais que tu avais besoin d'être aimé comme beaucoup d'enfants. Voilà. Et que... Ouais, et ce qui se retrouve souvent chez les acteurs, je pense. Pas tous du tout, mais en tout cas chez moi. Pour moi, un truc fou, c'est que tu te retrouves pas. Alors, toi, t'es devant une caméra, mais sur scène, t'as fait du théâtre et tout, tu vois. Par hasard, quoi. Non, ouais, non. C'est pas normal, tu vois ce que je veux dire? Bah, tu peux en faire quand t'es petit, du théâtre, oui. Tes parents se disent que ça va te faire du bien et tout. Mais moi, il y a eu tout de suite une révélation. En fait, c'est-à-dire que à 6 ans, j'ai commencé et je me souviens très bien d'être descendue de scène et d'aller voir ma mère et de lui dire ça sera toute ma vie. Genre 6 piges. Ouais. Genre je me suis sentie tellement bien, tellement à ma place, tellement tellement bien. Et donc après, j'ai continué toujours, mais de façon très amateur, quoi. Je faisais du théâtre, tout ça, quoi. Donc voilà. Ok. Et t'as continué ça pendant le collège, lycée? J'ai continué ça pendant le collège. Le collège, j'ai eu des temps forts. Je me souviens un truc qui m'a marqué. J'étais en 5e et j'étais dans l'atelier théâtre. Et c'était vraiment ma passion. Et j'étais un peu la chouchou de ma prof parce qu'elle voyait à quel point j'aimais ça. Et on partait à faire une visite scolaire à Paris. Et pour moi, c'était incroyable de partir à Paris. C'était un rêve. On va visiter un grand théâtre. Et je ne sais plus lequel c'est, mais c'était un grand théâtre. Et je me souviens qu'on visite le théâtre et tout d'un coup, la personne qui nous fait visiter dit qui est Marie Coulon? Quoi? Ouais. Et moi, je dis c'est moi. Et elle me dit ok. Elle me dit est-ce que tu peux me jouer un truc sur scène devant tout le monde dans un grand théâtre à Paris? Je suis en 5e, j'ai 12 ans. Et en fait, la petite histoire, c'est que ma principale du collège nous avait vu jouer. Et je crois qu'elle m'avait un peu repéré, quoi. Elle avait vu que c'était vraiment un truc chez moi très fort. Et en fait, c'était sa belle-fille qui nous faisait visiter le théâtre. Et donc, elle lui avait parlé de moi et sa belle-fille m'a fait le cadeau de me demander de jouer sur la scène devant tout le monde. Et je me souviens, il y avait d'autres groupes qui visitaient tout ça. Et ça a été un moment hyper fort pour moi. Et toi, en 5e, tu montes sur scène et tu fais pas de problème. Je vais monter toute seule et je vais... Je stressais énormément. Je suis une énorme anxieuse, moi, à l'idée de jouer. Mais ouais, je l'ai fait. C'était incroyable. Ouais, c'est un moment très fort. Et donc, j'ai continué le collège, tout ça. Et puis après, il y avait ce truc j'ai entendu parler d'un lycée à Bordeaux qui fait option théâtre. Et moi, j'étais pas du tout scolaire. Je me faisais chier. Rester 2 heures assise, c'était très compliqué pour moi. Et je me suis dit, si je veux continuer un petit peu les études, il faut que je fasse ce lycée. Mais il y avait peu de place. Et donc, j'ai réussi à y rentrer. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'avais beaucoup de théâtre au lycée. Et je suis tombée sur une classe où on est pendant 3 ans ensemble. Tu faisais le lycée à Bordeaux? Lycée à Bordeaux. Et j'étais à l'internat. Ah oui, donc t'étais en internat. Ouais. Donc déjà, il y a un truc de quitter la maison et tout. Enfin, c'est pas simple, non? Non, c'était assez simple parce que... Ça a pas l'air de t'avoir trop mal. Non, pas du tout. Non, j'ai adoré. Non, parce qu'en fait, je pense que j'ai été élevée j'ai pas du tout été surprotégée. Ça a été même parfois l'inverse. Mais du coup, ça m'a donné une force. C'est que j'étais hyper indépendante et que j'avais pas peur, quoi, de partir, de faire ma vie, enfin, tu vois. Et puis, je crois que mes parents et surtout ma mère m'a fait un énorme cadeau. C'est de me dire que tout est possible. Que
j'ai des capacités déjà. Et ça, je pensais que tout le monde avait ça. En fait, je me rends compte que plein d'amis, des parents n'ont pas du tout fait ce cadeau, quoi. Papa, et c'est plutôt la minorité qui ont reçu ça, cette confiance absolue. Quoi. On m'a toujours dit, si tu veux, tu peux. Il faut travailler, il faut y aller, mais tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Donc du coup, ça m'a donné cette énorme confiance et cette énorme force d'y aller. Et puis, je pense que vu que, tu vois, j'ai cheminé dans différents milieux sociaux, j'ai pas été surprotégée du tout. Du coup, j'étais à l'aise très vite avec les gens et je pouvais être un peu un caméléon dans les différents milieux sociaux. Voilà. Tu veux dire un peu comme une comédienne, quoi, finalement. Un petit peu, ça aide. Mais t'avais l'impression de rentrer dans un personnage alors quand tu... Non, pas du tout. Non, t'étais pas à ce point-là. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je pense quand même que pendant longtemps, j'étais à la fois moi-même et à la fois je voulais trop plaire aux gens. Donc je pouvais parfois changer mes idées ou tu vois, pour je sais pas, pour t'adapter. Pour m'adapter, pour créer une union avec la personne sur l'instant présent, quoi. Et maintenant beaucoup moins. Déjà mes idées se sont beaucoup plus construites, mes valeurs, mes opinions, et donc du coup je me suis plus, quoi. Tu t'affirmes. Écoute, je m'affirme plus, c'est ça. En fait, je me dis, venant d'une petite fille qui a grandi avec le fait que sa mère l'aimait pas, en fait, je trouve ça assez normal que finalement tu te dises, moi, en fait, je voudrais que le monde entier m'aime et que tu finisses par t'adapter, quoi. C'est ça. C'est un grand truc. C'est logique. Comment se passe cet internat alors ? Incroyablement bien. J'ai adoré les années lycée. Moi, ça a été vraiment bon. Alors, c'était la débandade absolue. J'ai fait beaucoup de conneries. Je travaillais très peu. Mais c'est drôle parce que je me souviens en seconde, je me suis fait un contrat avec moi-même. Je me suis dit, ok, tu sais ce que tu veux de ta vie. Moi, jusqu'en 18 ans, je voulais faire que du théâtre, pas du tout du cinéma. Et donc, je savais vraiment, par contre, que c'était ça, je voulais faire ça et pas autre chose. Aucun plan B. Donc, je me suis dit, t'as pas besoin de faire des études. Par contre, faut que t'aies ton bac. Quand même, parce que c'est le minimum syndical, même aux yeux des parents, c'est important. Et même moi, quoi. Donc, je me suis dit, tu fais en sorte que tu as ton bac. En vrai, en L, c'est facile d'avoir le bac. T'as pas besoin de faire grand-chose. Enfin, moi, je trouvais. Mais il faut que tu fasses toutes les expériences. Il faut que tu t'éclates. Parce que à partir du moment où t'as 18 ans et que le lycée se finit, là, tu vas devoir devenir sérieuse et tu vas devoir te battre pour ta vie et t'en sortir. Avant ça, faut que tu t'éclates. Et donc, j'ai fait mes 3 années où j'ai essayé beaucoup de choses, où j'ai eu une bande d'amis qui a été extraordinaire. C'était très libre. Moi, la plupart des week-ends, je rentrais pas. En plus, j'avais une amie qui, à 16 ans, avait déjà un appart. Tu vois. Ah bon ? Ouais. Donc, du coup, on était tout le temps chez elle. Bon, voilà. Mon CPE en pouvait plus de moi. Mais non, ça a été assez génial. Ok. Ouais. Et t'étais un peu livré à toi-même, j'ai l'impression. Alors que t'étais mineur, quoi. Ouais, complètement. Ok. Complètement. Ouais. Bon, après, tout s'est bien passé. Ça a l'air de t'avoir construit, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que c'était ce moment-là où t'avais des prises de tête avec ta mère et tout ? Ta mère s'inquiétait pour toi ou tes parents ? Qu'est-ce qu'ils disaient de toi ? Qu'est-ce qu'ils pensaient de toi, tes parents, à ce moment-là ? Alors, mes parents... mon père, j'ai toujours eu une relation plus compliquée. D'où Histoire de daron, c'est ça ? Ouais, je crois, d'où la fascination pour la paternité. Savoir ce qui se passe dans la tête de ton daron. C'est ça, ouais. Ouais, truc. Ouais, c'est quelqu'un pareil, qui a été présent, qui a fait du mieux qu'il pouvait, mais qui n'a pas, lui-même a reçu pas toutes les clés pour être un bon père. Et je pense qu'il a pas fait l'évolution et le chemin personnel pour essayer de casser certains schémas familiaux, familiales. Et du coup, voilà, donc... mais mon père, pareil, m'a toujours suivi, tu vois, m'a toujours encouragé, a toujours cru en moi. J'ai vraiment mes parents, du point de vue, alors pas forcément financier, mais en tout cas du point de vue, soutien moral, etc. Ils ont toujours été présents. Et ma mère, c'est au collège que ça a été très très compliqué, notre relation. Au lycée, ça s'est calmé. En fait, ça s'est calmé un peu. C'est triste à dire, mais avec la mort de ma grand-mère, quoi. Il y a quelque chose qui s'est libéré chez moi, je pense. Ok. Et qui s'est libéré chez elle. Et puis, à force de beaucoup de discussions, parce que par contre, c'est quelqu'un qui a deux grandes qualités. C'est quelqu'un qui est extrêmement dans la discussion, extrêmement dans l'écoute. Et c'est quelqu'un qui ne juge jamais.
Donc, tu peux tout lui dire. C'est déjà canon. Hein. C'est magnifique. Pas beaucoup de mamans qui jugent pas leur fille. Ouais, jamais. Je peux tout lui dire. On parle de tout, il n'y a pas de tabou. Et jamais elle juge. Et elle écoute beaucoup. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, ça a été collège ou très compliqué. Et puis lycée, ça a commencé à aller mieux. Et maintenant, on a une super relation. Okay. Il y a des fois, c'est très drôle parce que il y a des... c'est très bizarre, tu sais, t'as ta vie et t'avances dans ta vie et t'évolues et tu deviens un petit peu la personne que t'essayes d'être ou que tu veux être. Mais quand tu reviens dans le cadre familial, c'est comme si tu revenais à ta place d'enfant. C'est trop bizarre. Et je ressens des émotions, tout ça, d'abandon, ou de rejet, ou des choses comme ça, que je ressens pas dans ma vie, dans mes relations aujourd'hui. Oh là là, c'est ouf. Et ça revient et ça me retape dans la gueule, tu vois. Et je me dis, merde. Et j'essaie d'avancer, on essaye d'avancer en parlant, tout ça. Mais parfois, ça revient un peu. Mais il y a grande évolution. Bah ouais, le simple fait de le voir et de le, tu vois, de les voir comme ça et de les voir venir. C'est déjà énorme, quoi. Ouais. Plutôt que de les subir juste. Ouais, non, j'en suis consciente. Ça me fait penser donc t'as joué dans Asbestas, qui a été, je suis allé le voir là il y a quelques semaines, tardivement parce que c'est sorti cet été, donc vraiment je suis vraiment tardif. Mais le film m'a fait du gringue pendant tout l'été. Je sentais le film un peu plombant, tu vois, donc je m'étais dit bon, est-ce que vraiment l'été, bon, ok. Et en fait, tu joues effectivement la fille de ce couple, qui est interprétée par Denis Ménochet et Marina Foïs. Et bon, alors je spoil pas le film, mais en gros, t'as une séquence où tu reviens, où tu viens voir ta mère, et ça m'a vachement touché en fait cette séquence parce que je l'ai trouvé super juste vraiment parce que tu joues cette fille qui a envie d'être la maman de sa mère en fait, tu vois, et ça m'a. Et je me suis dit, en fait, je crois que c'est un passage par lequel on passe tous, tu vois. Et je sais pas si tu avais envie de parler de cette scène en particulier, parce que c'est un long monologue que t'as. Et c'est une scène assez marquante du film, je trouve assez centrale en plus. Ouais, j'ai mis longtemps c'est marrant parce que j'ai mis longtemps à comprendre ça. Quand j'étais prise, je comprenais pas pourquoi moi. Et puis j'essayais de me raccrocher moi au personnage, parce que elle a toujours idolâtré son père et reproché à sa mère. Et moi, j'ai pas trop ça. Mais si, au bout d'un moment, j'ai raccroché le wagon et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai jugé ma mère. J'ai fait beaucoup la morale à ma mère. J'ai été très dure avec elle. Et au bout d'un moment, j'ai compris, je pense qu'au bout d'un moment, tu comprends que déjà, tes parents sont juste des humains. Quand toi, tu commences, alors je suis pas maman, mais quand toi, tu commences à avoir l'âge d'être parent, tu te dis, oh putain, en fait, t'es pas, qu'est-ce que c'est d'être adulte? Enfin, tu vois, l'évolution, et on avance tellement plus vite en âge qu'à l'intérieur. Et donc, je l'ai beaucoup plus comprise, et j'ai eu beaucoup plus de respect, pour elle. Et j'ai compris que je comprenais pas grand chose aussi, quoi. Et que, mais oui, ce comportement de penser qu'on sait plus que, je l'ai eu, quoi. Je sais pas quoi dire exactement dessus. Mais... je t'ai trouvé hyper juste. Et en fait, ça, quand tu me parles là de ta relation à ta mère, je comprends un peu mieux pourquoi je t'ai trouvé hyper juste aussi, parce que j'ai trouvé qu'il y avait qu'il y avait un truc très vrai. Et c'est très drôle parce que j'en ai parlé un peu autour de moi. Et pour moi, il y a vraiment deux visions de cette scène. C'est les gens qui ne sont pas parents, en fait, ont un peu plus de mal avec cette scène et avec ton jeu où, tu vois, les gens ont dit, mais moi, j'ai trouvé que c'était surjoué et tout. Je me suis fait éclater. En plus? Oh, ouais. Ok. Et alors moi, je suis vraiment pas déso, mais pour moi, il y a vraiment, t'es hyper juste parce qu'en fait, t'es vraiment dans un truc tellement vrai d'enfant qui cherche à daronner sa maman et à lui expliquer c'est quoi la vie. Enfin, franchement, je trouve. Et tu sais, il y a. J'aime bien en parler dans Histoire de Daron, mais j'en profite là parce qu'on est dans Histoire de succès. Il y a ce bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents et qui parle du concept assez simple de, en fait, à l'âge adulte, en fait, tes parents sont tes ex-parents et toi, tu es leur ex-enfant. Et ça permet, je trouve, de libérer tellement de choses dans la relation à tes parents une fois à l'âge adulte. Et tu vois, je trouve que, enfin, j'ai trouvé que cette scène était vraiment, tu t'es fait éclater. Ah, mais à fond. Ah ouais, là, je crois que je me suis pris la première grosse claque de ma carrière. Ouais. Ta carrière te fait des R guillemets, hein, les gens le voient pas, mais putain. Ouais, vraiment, genre,
C'est très étrange parce qu'en fait, effectivement, il y a beaucoup de gens qui... Moi, j'ai fait l'erreur un peu de, tu sais, je n'ai pas cette maturité de pas regarder les retours. Mais carrément, je suis allée voir sur Twitter le pire truc à faire, tu vois. Oui. Et j'en ai beaucoup parlé à Marina Foïs, qui a été géniale avec moi et qui m'a dit, putain, Marie, si je regardais à chaque fois les retours, mais j'aurais arrêté le métier depuis bien longtemps, quoi. Et c'est vraiment très étrange comme cette scène a fait pas mal parler et a divisé, quoi. Moi, j'ai des messages de gens qui m'ont dit, mais j'y pense encore après des jours et j'ai pleuré pendant toute cette scène. Et d'autres, oui, qui disent c'est complètement en surjeu, j'ai pas été touchée. Après, je comprends certaines choses. Mais moi, ça m'a fait un énorme... Enfin, j'ai perdu confiance en moi, ça m'a fait une énorme claque. Ouais, vraiment. Ça va mieux parce que j'ai rejoué depuis. Ouais. Donc, j'ai repris le plaisir et tout ça. Ouais, ça m'a fait une grosse claque. Mais je prends du recul. Il fallait, de toute façon, c'est la monnaie de la pièce quand tu commences à être visible un petit peu. Et puis, je prends du recul. C'est Denis Ménochet qui m'a dit aussi un truc génial. Il m'a dit, écoute, Marie, quand tu fais un film, tant que toi, t'as mis toute ta vérité, t'as mis tout ton cœur et t'as fait le plus. Enfin, ton boulot, t'as vraiment travaillé pour. Après, ça t'appartient plus. Ça appartient aux gens. Et tu dois prendre de la même manière les compliments que les critiques. Ouais, c'est vraiment un conseil extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et toi, tu passes au prochain film, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'essaye d'appliquer ça, j'essaye de moins regarder. Mais je le prends plus de la même manière maintenant. J'ai tellement vu de trucs un peu durs, même des débats sur moi, sur Twitter et tout. Que maintenant je prends un peu de recul et puis je me dis ça va, je fais du cinéma, je sauve pas des vies non plus, tu vois, donc faut prendre du recul avec tout ça, quoi. J'ai interviewé Maud Ventura il y a quelques mois de ça, qui racontait à quel point, donc elle écrit, donc c'est encore différent parce que elle écrit et en fait elle dit c'est ouf à quel point les gens prennent l'histoire et la modifient et en fait inventent des trucs. Je me souviens notamment, elle raconte qu'il y a une dédicace, il y a quelqu'un qui vient lui parler d'un personnage qui n'existe pas dans son livre. Ah ouais. Mais juste la personne l'a inventé parce qu'en fait, pour elle, à ce moment-là, c'était sans doute important d'inventer ce personnage. Et en fait, je crois que globalement, ce que tu es en train de jouer et pourquoi peut-être les gens, ça les a agacés, c'est qu'en fait, peut-être que les gens sont agacés parce que peut-être ils font ça avec leurs parents, tu vois, et que t'es en train de mettre en scène là un comportement qui est irritable et irritant, tu vois, et que t'es juste le filtre, tu vois, un peu le miroir, quoi, finalement, et c'est aussi pour ça que je crois les artistes existent, quoi, tu vois, après. Oui, c'est vraiment le très bon conseil de Denis Ménochet. Ouais, vraiment. Ouais, les deux ont été super présents, quoi. Et tu dis que c'est un peu un passage obligé, c'est ça? Je sais pas, mais je crois que, il y a pas beaucoup d'acteurs qui ont mis tout le monde d'accord tout au long de leur carrière, quoi. Et je sais plus qui m'avait dit, c'était son avis, mais elle m'avait dit, t'es singulière. Donc au moins tu plais ou tu plais pas, mais tu fais quelque chose. Voilà, c'était son avis à elle, mais c'est vrai, et que parfois tu plais, parfois tu plais pas. C'était quoi que tu as dit justement? Je sais plus. Non, je te demandais, est-ce que tu crois que c'est un passage obligé, tu vois? Et toi-même, tu vois, d'aller voir sur Twitter ce qu'on dit sur toi. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu. Les gars, parce que tu vas sur Twitter, tu vois, tu cherches un peu à te faire fouetter quand tu vas sur Twitter. Je cherche carrément. Surtout quand les premiers arrivent et que tu continues à le faire, c'est maso à fond, tu vois. Ouais, vraiment, je me suis googlisée, quoi. Mais c'était important pour toi de le faire à ce moment-là? Tu voulais voir un petit peu comment les gens réagissaient à cette scène ou à ton jeu dans le film? Ouais, je sais pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans, mal placé, parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, toujours cette question de vouloir plaire, où il faut apprendre à s'en défaire le plus possible. Et puis, tu sais, c'est mon début de carrière, donc du coup, c'est les premiers films où je suis vraiment vue, et puis je savais que ce film faisait beaucoup parler, donc il allait être beaucoup vu dans le milieu du cinéma. Et donc, j'ai encore besoin beaucoup d'approbation, quoi. Parce que je pense que je pense qu'il y a plusieurs strates, tu vois, quand tu commences, et je pense que je fais partie de la strate dans les débutants, où, on va dire, dans le milieu, mon nom commence à être connu, on sait à peu près qui je suis en général, mais j'ai pas du tout une place affirmée, c'est-à-dire que, tu vois, et donc je pense qu'il faut que je dépasse cette marche. C'est la prochaine marche que j'aimerais dépasser pour vraiment dire, ok, elle est là,
Et est-ce que ça va durer, on sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, elle est là. Et voilà. Et donc, je pense que j'ai aussi besoin peut-être de cette approbation, quoi. Ouais. Écoute, ouais, comment tu le vis, le fait d'avoir besoin de cette approbation? Tu préférais t'en débarrasser ou c'est important pour toi à ce moment-là de ta vie? Je pense que c'est mieux de s'en débarrasser. Après, j'essaye aussi d'être tolérante avec moi-même, quoi. Enfin, tu vois, je fais ce que je peux et j'ai besoin de ça et je suis comme ça et puis voilà. Ok. Mais revenons un peu à ton histoire, parce que là j'ai fait un peu une digression asbestas, on y reviendra d'ailleurs, mais donc t'as ton bac, j'imagine, t'as ton bac. Ouais. Au rattrapage, mais je l'ai. Au rattrapage. Et est-ce que c'est quoi alors la suite, l'étape suivante? Parce que tu t'étais dit en seconde, ok, maintenant 18 ans, tu deviens sérieuse et tout, tu deviens adulte. Ça s'est passé comme ça? Eh bien, la suite, c'est que alors après, une fois que j'ai eu mon bac, se passe l'été. L'été, je suis prise sur mon premier tournage. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment de faire du théâtre. Le problème, c'est que, j'ai pas d'aide financière de mes parents, donc je ne sais pas trop comment faire un conservatoire, c'est pas payant, mais il va falloir vivre, donc il va falloir travailler à côté. Plein de questions. Je suis un peu paumée. Tu ne demandes pas de sous à ton père? Tu disais qu'il avait des sous. Non, parce que mon père à certains moments, il m'en a donné, mais mon père, en fait, c'était la grande vie. Mon père, il construit, il détruit après. Ah oui, okay. Donc, il a beaucoup de sous et puis il a plus rien. Puis il a beaucoup de sous. Mais en tout cas, je peux pas trop compter sur quelque chose de sûr et de fiable. Donc, puis je pars du principe que j'ai choisi de pas faire d'études. Ça me va de me débrouiller, tu vois. Mais à certains moments, oui, il m'a donné de l'argent, mais je pouvais pas compter sur lui pour payer un loyer chaque mois, etc. Donc du coup, je suis un peu perdue. Et là, je suis prise sur mon premier tournage, qui est un clip pour le groupe O2N, Je veux te baiser, et avec un réalisateur, Romain Wicklar. Et j'arrive sur ce tournage et c'est une évidence. Je suis trop bien. J'aime trop ça. Cette espèce d'équipe où chaque personne a sa petite place. C'est comme une mini-société parfaite, recréée, quoi. Et on avance tous vers le même but, quoi. Et j'adore ça. Et à la fin, en fait, de ce tournage, le réalisateur me dit « Marie, j'aimerais te parler ». Et donc, on va parler. Il me dit pour moi, tu devrais te lancer dans le cinéma, pars à Paris et fais du cinéma. J'ai dit ok et tout. Et j'avais adoré ce réal. On a travaillé encore après et tout. Donc je suis là, ok. Et puis juste après ça, il m'arrive, je vais pas épiloguer longtemps parce que c'est en soi rien de grave, mais quelque chose qui m'a beaucoup blessée. Un truc pas cool avec mes amis, une incompréhension, et je me fais un peu lâcher par tout mon groupe d'amis, quoi. Et puis c'est pile, pour moi ça a été, je sais que ça arrive à certains jeunes, quand t'arrives, il y a beaucoup de jeunes qui font le bac et qui après suivent par des études, donc il y a une espèce de continuité. Non, moi il y a eu un espèce de énorme stop en mode ça y est, t'es dans la vie, tu fais quoi? Enfin, tu vois. Et tes potes continuent leurs études, et toi tu restes sur le quai de la gare. Donc je suis en début d'année, finalement je fais rien. Il faut que je gagne l'argent, je fais les vignes, tu vois, je vais faire les vignes, je me trouve des petits boulots, tout ça. Et il arrive cet événement qui me perturbe énormément et qui me rentre dans l'épisode le plus difficile de ma vie. C'est-à-dire 6 mois de on peut dire dépression, et 6 mois même de je commence à avoir beaucoup d'anxiété, de crises d'angoisse et une peur qui devient une phobie, c'est la peur de devenir folle. Ouais. Ok. Très bizarre quand on le vit pas. Moi j'apparente ça un peu à comme un espèce de, comment on appelle ça, tu sais, quand tu as peur d'être malade, l'hypocondrie. Oui. Hypochondriaque, mais les gens ont souvent peur d'être malades physiquement. Et ben moi, c'est de l'hypocondrie, mais de la tête. T'avais des gens dans ta famille qui... Pas du tout. Ok. C'est juste, en fait, qu'au bout d'un moment, je suis allée voir avec un pote, le truc à ne pas faire quand t'es dans un moment de vulnérabilité. Je suis allée voir sur Internet les symptômes de la schizophrénie. Faut pas. Non, mais vraiment très con. Et en fait, je suis rentrée dans un truc, je me suis dit, j'ai peut-être ça et tout. Alors qu'en vrai, j'avais rien de spécial. J'entendais pas des voix, j'avais pas d'hallucinations. Bon, maintenant, je suis très renseignée sur la maladie. Mais je sais pas, j'ai commencé à me faire une peur. Est-ce que je pourrais tomber là-dedans? Et je pense que très globalement, bon là on parle dans la psychologie de comptoir, mais très globalement ça parlait d'une peur de perdre le contrôle et de pas réussir sa vie. Je pense qu'il y a une peur très forte chez moi comme ça. Bref, je parle beaucoup de peur, hein, mais il y a plein de trucs heureux. Et donc du coup, je rentre dans 6 mois compliqués comme ça,
très très compliqué, où je sors peu de chez moi, je suis un peu perdue, je veux toujours faire ça, mais je sais pas comment. Ma mère me soutient, voilà. Et puis je pars pas dans la folie, mais dans beaucoup d'anxiété, quoi. Et puis au bout de 6 mois, je me dis, je vois pas de psy, et là je suis pas. À la fois ma mère me soutient, à la fois tu vois, elle m'emmène pas chez un psy, donc soutien et pas soutien en même temps. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment, je me dis, Marie, t'as 18 ans, il y a un moment donné, il faut que tu te sortes les doigts, voilà quoi. Il faut que tu y ailles. Donc je prends un boulot. Et je me dis, il faut que je me resocialise, parce que normalement, je suis quelqu'un d'assez sociable, tout ça. Donc, je retravaille, ça me fait beaucoup de bien. Je rencontre un garçon, et je suis ce garçon. Je pars de chez moi, et je pars en Aveyron. Vraiment. Ah oui, donc l'opposé de Paris. Ouais. Et puis, endroit paumé total. Ouais. Et puis, il veut être acteur aussi. Et donc, on a un projet commun, c'est de travailler, d'habiter ensemble en Aveyron, à Rodez, et pendant un certain temps, de mettre de côté et de partir à Paris. Sauf que je travaille dans un flunch et que je gagne 1 200 € et que même à la campagne où c'est moins cher que Paris, ben t'as peu d'argent à mettre de côté, quoi. Oui. Donc on travaille et puis finalement la vie fait que je décide du jour au lendemain de partir seule à Paris, parce que je me dis là à un moment donné il faut y aller, quoi. Donc je pars, c'est le cliché total, je pars avec un sac à dos. Je laisse tout dans l'appart pour que lui continue à s'en sortir. Tu laisses ton gars aussi, donc. Je laisse mon gars aussi. Tu lui dis, allez, bye. Donc ça s'est très bien passé, c'était quelqu'un de super, mais on n'était pas aux mêmes endroits de nos vies. Moi, il fallait que j'avance, et lui, il n'était pas prêt. C'est cool que tu aies réussi à t'en libérer, entre guillemets, parce que vous auriez pu rester ensemble, en fait, tu vois. Ouais. Donc, je suis partie. Qu'est-ce qui t'appelle comme ça? J'ai toujours eu un besoin de vie très fort. Ouais. Et puis, en fait, dans ma tête, tout était construit. C'est-à-dire que je savais depuis longtemps que je partirais à Paris. Je savais que j'allais faire ça. Je pensais que c'était pour le théâtre, mais finalement non. Et en fait, j'ai ce truc très bizarre ça m'arrive de m'inquiéter à fond de si ça va pas marcher ou pas. Mais j'ai une croyance vraiment forte en moi. Et comme si je savais que ça allait le faire, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai plein de potes qui s'inquiètent beaucoup pour leur carrière, mais leur vie, ça va. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Je me suis jamais trop inquiétée pour la carrière, mais la vie plus, tu vois, pour mon cheminement personnel. Et donc, ouais, je pars avec ce sac à dos, 1 000 € en poche, donc c'est rien, et je n'ai pas d'appart. Je n'ai rien du tout. J'avais eu des contacts avec un garçon et tout, et je me retrouve le jour même dans une coloc, sauf que le loyer c'est 1 000 €, le mec je lui donne 1 000 €, j'ai plus rien, tu vois. Donc là, mes parents m'aident un peu, tu vois, pour faire à peu près le mois, et le lendemain, je vais dans la rue, je vais dans une boulangerie, première boulangerie, je dis, je cherche du boulot, et ils me disent, ok, tu viens demain. Et donc, je commence à travailler dans une boulangerie. Et de là, je connaissais vraiment personne, quoi. Donc de là, j'ai travaillé beaucoup, des petits boulots, j'ai changé pas mal de boulots, et puis j'ai changé pas mal d'appart. Très vite, le loyer était trop cher pour moi, et je rencontre une fille qui s'appelle Marie aussi, qui est une jeune actrice qui est au cours Florent, qui est assez faux-folle, qui est très attachante, et qui me dit, écoute, moi je vis dans un 9 mètres carrés, genre c'est un peu le Bronx total, mais genre tu peux venir. Et donc on se retrouve à vivre pendant quelques mois dans un 9 mètres carrés à 2. Mais c'est des super souvenirs, tu vois. Oui. Du coup on payait rien et tout, donc enfin que dalle. Et puis c'était les débuts à Paris, donc c'était la folie, je découvrais tout, je découvrais la grande ville, je découvrais la grande vie, enfin très pauvre mais grande vie. On volait un peu, enfin surtout elle, parce que moi j'étais très gênée, enfin j'étais trop stressée. On volait la bouffe à côté parce qu'on n'avait pas de thunes et tout. Bon voilà. Et puis voilà, ça commence comme ça, et puis après ça a été vraiment, moi je suis le cas de la marche par marche, quoi. Je me retrouve à faire un court-métrage d'un Arménien, Vasken Toranian, qui paye déjà, donc un court-métrage où t'es payé. Et puis c'est un court-métrage qui est très court, sur le bonheur, mais qui est vraiment sur moi. Donc pas avec une grande prétention, mais qui me met bien en avant. Ce qui m'aide finalement... Comment tu te retrouves à faire ça? Alors ça, c'est drôle. Genre, ta boulangerie, tu vois. Ouais, en fait, c'est drôle parce que je rencontre une nana, c'est un peu une arnaque, et en même temps, la meuf m'a bien aidée. Genre, c'est un truc où c'est une genre d'agence, sauf qu'en fait, ce qui normalement n'est pas du tout normal, sauf qu'en fait, tu payes cette agence 70 € par mois pour qu'il te représente. Donc c'est clairement une arnaque. Sauf que là-dedans, j'ai eu de la chance. On peut le dire aux jeunes comédiennes, aux jeunes comédiens. Ne faites surtout pas ça. Pas ça. Non. Un agent te prend 10% si tu travailles, basta, c'est tout. Et c'est un peu une arnaque, sauf qu'en fait, je rencontre la nana et je crois qu'elle m'aime bien, tu vois. Et elle me fout sur ce truc-là.
Et tout de suite après, j'ai arrêté parce que c'était complètement une arnaque. J'étais au courant, mais je venais tellement de rien, j'avais aucun contact. Je fais ce court-métrage et ce court-métrage, en fait, m'aide un peu de bande démo. Et par la suite, très con, je me retrouve à répondre. Tu sais, je vais sur des sites de casting pareil pour les jeunes comédiens. Ouais. Les sites de casting payants, faut pas. Ça sert à rien, tu peux les trouver ailleurs et puis il y a beaucoup de faux castings, etc. Donc j'ai 2-3 adresses de casting gratuits qui sont plutôt sérieux et je me retrouve à répondre ah non, il y a un truc entre-temps. Non, il y a un mec, voilà, c'est ça. Un mec, Germain Kitten, qui me voit dans le premier clip que je fais. Et il me propose de faire un long métrage aux États-Unis. Donc c'est pas payé, c'est un truc avec peu d'argent. Mais me voilà embarqué en Floride pendant 2 mois à faire un long métrage. Bon, ce long métrage a eu clairement pas une grande vie parce que gros problème entre producteurs, réalisateurs, ils étaient pas contents du film, tout ça. Enfin, on était plusieurs acteurs français, tout ça, des jeunes. Mais moi, j'ai cette expérience et c'est génial. Et puis je reviens et puis je réponds à un casting d'un long métrage, mais pareil, hyper indépendant. Et je fais le casting et je suis prise. Donc en fait, j'ai commencé à faire des films hyper indépendants, clairement vus par peu de personnes, mais qui, moi, m'apportent beaucoup, m'apprennent. J'ai pas fait d'école en plus. Et donc, du coup, j'apprends vraiment comme ça. C'est l'école que je fais. Et puis après ça, pas grand-chose. Je suis un peu dans la merde. Je repars à Bordeaux chez ma sœur, qui, elle, fait des études. Pas du tout le même parcours que moi, des études de droit, etc. Elle est la sérieuse de la bande. Ouais, c'est ça. Bon, elle est juriste maintenant, c'est un peu la juriste la plus rock'n'roll que je connais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toi la saltimbanque, quoi. Exactement. Dans la famille. Ouais, oui, mais j'ai des parents qui sont quand même à la base musiciens et artistes peintres. Ah, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Ouais. Donc je viens d'une famille, quand même plutôt artiste, mais des enfants, je suis la seule. Et c'est vrai que ma sœur, contrairement à moi, vu qu'elle a manqué de sécurité, elle a un besoin absolu d'être dans la sécurité. Et moi, non. Beaucoup moins. Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Oui, je repars à Bordeaux chez ma sœur. Et puis très vite, je repars sur un casting, pareil, d'un film assez indépendant. Et je suis prise. Et c'est un long métrage. Et ce long métrage a un peu changé ma vie parce que on n'est qu'une bande de jeunes. C'est que des gens qui font leur premier long métrage pratiquement. Et c'est encore aujourd'hui ma bande d'amis. C'est-à-dire que j'ai une bande d'amis extraordinaire où on se suit depuis 5 ans et à nous tous on peut faire un tournage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tous les métiers du cinéma dedans et on avance tous à notre rythme et tout, mais c'est génial. Donc voilà, j'ai ce film-là et puis voilà, et puis après ça, qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est hyper compliqué d'avancer dans le cinéma parce que pour avancer, il te faut un agent. Sauf que sans bon rôle, t'as pas d'agent. Sauf si t'as des connaissances et tout, mais pour la plupart des jeunes, t'en as pas, quoi. Et en fait, on me fait rencontrer, un des producteurs du film que je viens de faire, là, dont je parlais, me fait rencontrer une assistante d'une grosse agent, qui est Cécile Fazenberg. Et cette assistante, elle s'appelle Raphaël Danglars. Et Raphaël, on se rencontre et c'est un coup de cœur absolu. Ah yes. Je vois Raphaël et vraiment je me dis j'espère que ça sera pour la vie ou en tout cas pour très longtemps. Et en fait Raphaël pareil a visiblement un petit coup de cœur pour moi et pendant 1 an essaye de parler de moi à Cécile et à me faire rentrer dans l'agence. Sauf que Cécile est une énorme agent. Cécile a dit oui, elle est intéressante mais j'en ai plein d'autres. Enfin tu vois, elle veut pas vraiment de moi, quoi. Donc là on est un peu dans de ce que la série 10% décrit, c'est-à-dire que les assistants vont chercher un peu les jeunes talents et qu'ils essaient de les pousser auprès de... C'est des choses qui arrivent, ouais totalement. J'ai eu vachement la chance de rencontrer Raphaël, c'est génial. Et donc, du coup, Raphaël se bat pour moi. Et entre-temps, pendant ce moment-là, j'ai l'impression, je sais pas si je suis très claire dans tout ce que je dis. Ouais, ça va. Oui. Pendant ce temps-là, je suis avec un garçon. Okay. Avec un garçon pendant 4 ans et ce garçon a une mère qui est réalisatrice, coach et directrice d'une école qui s'appelle le Studio Pygmalion. Et cette femme a été, je crois, probablement une des plus belles rencontres de ma vie. Cette femme me dit « Écoute Marie, viens à l'école ». Et je lui dis « Ouais, mais financièrement, c'est chaud et tout ». Et bon, s'il y a d'autres élèves de l'école, ils vont apprendre quelque chose qu'ils ne savaient pas. Mais cette femme m'a payé
pas avec l'argent de l'école, mais avec son propre argent, les 2/3 de l'école pendant 1 an. C'est-à-dire presque 300 €, un truc comme ça. Ce qui est énorme, tu vois. C'est juste ma belle-mère, enfin, c'est fou. Et je fais cette école. Et là, c'est incroyable. Je joue avec d'autres gens tous les jours. J'apprends énormément. C'est une école fantastique. Franchement, j'avais assez peur des écoles et d'être formatée. Mais s'il y a des jeunes comédiens qui écoutent et qui cherchent une école à Paris, je la conseille, mais tellement. Elle m'a changé la vie. Oui, parce que j'allais dire, jusque-là, t'avais pas fait d'école du tout. T'étais juste à la gouaille et... Totalement. Ouais. Donc, et en fait, l'école, effectivement, peut formater, mais ça te structure aussi, ça te file un cadre. Totalement. Ça te structure, ça te permet d'essayer plein de choses, d'ouvrir peut-être ta palette, voir ce dont parfois tu es capable de choses que tu pensais pas, des types de personnages. Et ça t'apprend à travailler, comment travailler. Ça te donne des clés. Mais c'est pas une école, celle-là, en tout cas, elle te dit pas, il faut jouer comme ça, tu vois, elle formate pas. Et donc, je fais cette école. Et dans cette école, un jour, un copain de l'école, Dylan, m'envoie un casting et me dit, ça, c'est pour toi. Et je me souviens que je n'ai failli pas répondre. Et j'ai finalement envoyé un mail. Et ce casting, c'était pour la série Laetitia. Et je sais pas si tu l'as vu, ça. Si, alors en plus, elle est sur Netflix, là, en ce moment. Ouais, elle est sur Netflix. Ouais. Donc, oui, c'est adapté d'un livre. Enfin, en gros, ça raconte l'histoire vraie, l'histoire de l'assassinat de cette jeune femme qui s'appelle Laetitia. Et c'est Yvan Jablonka qui a écrit un bouquin qui s'appelle Laetitia ou la fin de l'homme, si je me trompe pas. Je dis ça parce que Yvan Jablonka, je l'ai reçu dans l'Histoire de mec, donc je mettrai un lien si jamais vous voulez aller. Ah, je l'ai pas écouté, ça là. Ouais, c'est Yvan Jablonka dans l'Histoire de mec, c'était vraiment canon. Il est incroyable, hein. Oui. Cet homme, ouais. Et effectivement, c'est l'adaptation de ce livre qui raconte l'enquête et l'histoire de ce meurtre terrible, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu joues Laetitia. Donc je joue Laetitia. Et donc je me retrouve prise sur ce casting. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, je suis prise le soir, ça allait très vite. Le soir, je suis prise. Le lendemain matin, j'ai un appel de Cécile Fazenberg. Non. Ouais. Qui me dit, écoute, ça c'est assez drôle pour l'anecdote. Mon portable était éteint et Raphaël, l'assistante, avait appelé plein de fois. Et finalement, je lui réponds. Elle me dit, écoute, Cécile veut te voir à midi. C'est midi et pas une autre heure. Et le truc, c'est que je sais que je suis déjà en retard de 5 minutes. Donc, je suis partie en jogging, pas lavée, tout ça. Et je me retrouve en rendez-vous avec Cécile Fazenberg. Et là, on est vraiment dans 10%. C'est absolument incroyable. Genre, j'arrive dans le bureau et une assistante arrive et dit, tu vas sur le tournage de Guillaume. Aujourd'hui, Guillaume Canet, tu vois, elle dit, ouais, et tout. Et moi, je suis dans un monde c'est pas du tout le mien, quoi. Donc, ça, c'est fou. Et puis, Cécile, on parle cinéma, tout ça. Et elle me dit, OK, on tente l'aventure, quoi. Et à partir de là, je suis hyper bien entourée. Je me retrouve avec Cécile Fazenberg, qui est quand même une des plus grandes agents de Paris, qui a une expérience assez extraordinaire, où on s'entend assez bien sur les films et sur les discussions. On s'entend sur qu'est-ce que je veux faire. Enfin, vraiment sur... C'est important d'avoir, j'imagine, un agent ou une agente qui te pousse vers là où tu veux aller aussi, parce que... À fond. Et puis, ce qui est difficile, en fait, dans le fait d'avoir un agent, c'est qu'il y a 2 choses. Un, en général, c'est quand même mieux d'avoir un gros agent, parce que les agents n'ont pas les mêmes projets, n'ont pas les mêmes contacts. Et ça change tout. Et deuxièmement, ça suffit pas d'avoir un gros agent. Il faut que ton agent croie vraiment en toi. Et donc, se battre pour toi. Parce qu'en fait, l'agent peut changer vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a un rôle aussi sur la carrière, sur les choix. Est-ce que tu dis oui à tout? Qu'est-ce que tu dis pas oui à tout? Alors que t'as pas fait grand-chose. Voilà. Donc, voilà. Waouh. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un truc, c'est Diams. Ouais. Qui avait dit à Irma, tu sais, qui est une chanteuse, qui a été une sorte de mentor. Elle lui avait dit, en fait, ta carrière se résume à au truc que tu finis par refuser, auquel tu finis par dire non. Pas au truc que tu acceptes, au truc que tu finis par refuser. Ça, c'est compliqué parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas de chemin de réussite. Parce que tu vois les carrières de différents acteurs. Il y en a qui ont dit oui à peu près à tout et ça a marché. D'autres qui ont dit oui à tout et justement ça a bloqué. Et d'autres qui ont refusé. Enfin, il y a plein de chemins. Moi, effectivement... malgré le fait que j'ai pas fait beaucoup de choses, je refuse pas mal de choses, mais je refuse. Alors, il y a une stratégie effectivement de carrière, mais par contre, il y a un truc qui fait que j'ai pas de regrets, c'est que c'est ma passion et je veux que ça soit pur et je veux que ça reste pur. Pour l'instant, j'ai pas de bouche à nourrir, donc
je n'accepte pas pour l'argent. C'est une promesse que je me suis faite, que j'arrive à tenir jusqu'à maintenant. Et je me dis, je fais un truc que si j'ai vraiment envie de le faire. Parce que sinon, quelqu'un d'autre sera meilleur que moi. Et ce serait comme trahir un peu, tu vois, ma passion. Après, j'ai plein de potes qui acceptent aussi pour l'argent et je juge pas du tout ça. Ouais. Chacun a ses ambitions, chacun a les contrats qu'il s'est mis avec lui-même et tout, quoi. Mais du coup, c'est hyper dur. Déjà, c'est hyper dur de dire non parce que tu te dis, je me prends pour qui? Et puis c'est dur de dire non à quelqu'un. Et puis t'as peur de regretter. Jusqu'à maintenant, ça n'est jamais arrivé. Et puis j'ai besoin de vivre quand même. Ouais. Tu vois, je me suis. Tu veux dire de gagner de l'argent. Ah ouais, de gagner de l'argent. De vivre. Ouais. Et puis de gagner de l'argent. Un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, tu sais, où c'est important, tu vois, de pas dire que tu vis, que juste oui, tu non. Ouais. Ça veut dire que l'argent a quand même un gros pouvoir sur toi. Si tu dis, moi, j'ai besoin de vivre. Non, en gros, t'as besoin de gagner de l'argent pour payer tes factures. Oui, mais quand je dis vivre, oui, voilà, c'est ça. J'ai besoin de manger, quoi. Donc, et c'est vital. Mais ouais. Donc il y a ça. Et puis c'est pas ton moteur, l'argent. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que non, je me suis assise sur un peu d'argent quand même. Et en refusant des trucs. Ouais. Et puis c'est surtout l'envie de tourner, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je suis au début, parfois les gens ils me disent putain, ça marche trop bien pour toi et tout. Ouais, enfin, il y a plein de moments où je tourne pas, tu vois. Là, j'ai un film là que je commence dans quelques jours. J'ai fait un court-métrage en janvier et là je fais un court-métrage d'un ami Anthony Bajon, mais j'ai pas tourné pendant 6 mois. Et 6 mois, c'est dur, quoi. De pas tourner, de pas... Comment tu cogites dans ce cas-là? En fait, ça va. Moi, je sais que je suis mieux que d'autres parce que j'ai un tempérament où moi, pas faire grand-chose. Moi, tu me poses dans un coin, je peux rester 2 heures sans rien faire, je suis OK. Donc moi, j'ai un tempérament où j'ai pas besoin de faire 1000 trucs et tout. Je suis un tempérament assez très lent. Donc les premiers mois, c'est tranquille. Tu vois, je suis hyper entourée, j'ai plein de potes, je m'amuse, nanana. Et ça devient difficile en général, je crois, après 3 mois. C'est une pente douce, mais où je sens que je suis moins bien, où moralement c'est un petit peu plus dur, où les inquiétudes commencent à apparaître un petit peu. Mais globalement, ça va, tu vois. Ça va parce qu'en fait aussi, pendant très longtemps, je me suis dit, j'ai tout misé sur cette envie de carrière et cette envie de faire ce métier. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, wow, fais gaffe parce que ça peut être un peu cool à ta perte. Si, admettons, ça marche pas, ça serait terrible. Ou même si ça marche, mais qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas que ça la vie, tu vois. Enfin, c'est qu'une partie de ta vie. Et donc, du coup, je me suis un peu remise en question. Je me suis dit, non, j'ai envie d'être heureuse, en fait. En tout cas, d'essayer d'être bien. Okay. Et donc, du coup, je fais beaucoup plus attention à ma vie, à mes amis, à qu'est-ce qui peut me faire plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien, quoi. Quelle maturité. Non, mais parce qu'en plus, c'est vrai, j'ai un peu ce truc de, ok, t'as 27 ans, tu viens de jouer dans un film qui a été vraiment très en vue, là. Je me rends pas compte, tu l'as tourné quand? On l'a tourné tout là, et elle est hyper vite parce qu'on a tourné en novembre-décembre. Ok. De 2021. 2021. Ouais, donc et en mai, il était à Cannes, quoi. Ah oui, donc c'était rapide. Ouais. Ce qui est pas toujours le cas. C'est-à-dire que parfois, tu peux tourner des films qui sortent 2 ans, 3 ans plus tard. Mais surtout avec le Covid. On a eu pile ça. Moi, j'ai tourné Magnétique et Laetitia avant le Covid. Ah yes. Et pendant 2 ans, ça s'est rien passé. Ouais, ça s'est rien passé, quoi. Tu vois. Donc il y a eu ce truc. Ouais, pardon, oui. Non, il y a eu ce truc où tout le monde te dit, tu fais d'un coup pas mal de trucs, donc tu vas voir, tout devait sortir en même temps en plus. Donc c'était un petit coup, tu vois, un truc à la télé, un truc au cinéma, en mode bonjour, j'existe. Mais en fait, non, tout a été tout n'est pas sorti en même temps, du coup, tout a été décalé. Ouais. Et j'imagine que pour toi, en plus, c'est un peu comme une carte de visite. Donc, tant que ça sort pas. Ah, t'as rien. T'as rien. Ouais. Ouais, t'as ça aussi en acteur, c'est que quand tu tournes pas pendant un moment, tu sais que ça recule vachement parce que, en général, à partir du moment où t'as tourné un film ou une série, ça sort, en général, 1 an après. Donc, tu vois, si déjà tu tournes pas pendant 1 an, ça te fait 2 ans, quoi. Ouais. Comment ça se passe, toi qui as l'air d'avoir, justement, tu vois, énormément basé ton apprentissage sur observer, regarder, aller vivre des expériences, etc., de te retrouver sur un tournage avec Denis Ménochet et Marina Foïs. Là, vous la voyez pas, mais là, ses yeux viennent de s'éclairer. Ah ouais. Déjà, c'est hyper impressionnant. Mais déjà, de base, j'arrive au casting, et le casting, c'est justement ce plan séquence de 10 minutes que j'ai. Okay. Ouais. Sauf que les filles, toutes les autres filles, je sais, ont à peu près 1 semaine et demie. Moi, vu que ils ont accepté que je vienne au casting au dernier moment, j'ai eu même pas 2 jours pour apprendre les 15 pages de texte. Donc déjà, un stress énorme. En plus, mon agent m'avait appelé, je me souviens, il m'avait dit « Bon, Marie, ça c'est le casting à ne pas rater. »
Donc voilà. Et j'arrive au casting et j'étais pas au courant. Il y avait Marina Foïs. Et je passais le casting avec Marina Foïs. Oh, Marina Foïs, incroyable. Marina Foïs a passé le casting avec toutes les filles. c'est ouf, hein. Ça ne se fait pas normalement. Non, c'est assez rare. J'ai fait un autre casting à Leila Bekti parfois, qui l'a fait aussi. Mais bon, voilà, elle s'est vraiment donnée, quoi. Et elle a un stress. Et en plus, elle a été trop mignonne parce que elle me voit arriver et elle me dit « Ah, c'est toi dans Laetitia ?» parce qu'elle a aussi tourné avec ce réal. Et du coup, elle me dit « Je t'ai trouvé super. » C'était trop sympa, sauf qu'elle m'a mis une pression, du coup, tu vois. Oh, c'était un stress. Et donc, je commence, et franchement, moi, je l'ai mal vécu, ce casting. J'avais l'impression d'être nulle et tout, de pas y arriver, je me trompais dans le texte parce que j'avais passé ma nuit à apprendre le texte. Mais Marina était trop mignonne. Tu sais, elle me faisait des petits mots en mode t'inquiète et tout. Et ce qui était très drôle aussi pour encore une fois la petite anecdote, c'est que on était habillés exactement pareil. Alors ça, c'était un peu comme un signe, c'était drôle. Genre, elle avait un t-shirt blanc, t-shirt blanc, jean et Converse, mais on était 2 copies conformes. Donc, je fais ce casting-là. Moi, j'en sors. Je suis persuadée, mais vraiment, que ça ne marchera pas. Que ça l'a pas fait, tout ça. Et puis, finalement, ça le fait. Et donc, je suis prise. Et sur le tournage, avant que le film a été tourné dans l'ordre, ce qui est très rare. Donc, du coup, moi, je tourne à la fin. Et pour que je sois à l'aise, Rodrigo m'avait invité à venir passer 4 jours sur le tournage avant que je tourne. Donc, je suis venue en Espagne et donc j'ai passé 4 jours avec le casque à écouter Marina et Denis jouer. Donc ça, c'était une masterclass, quoi. C'est fou. Oh, oui. C'est ouf. Et puis, tu sais, t'as le casque, t'entends tout. T'entends sur les prises, t'entends leur manière comme de ils faire. Discutent ensemble et tout. Ouais. Et c'était assez impressionnant. Et j'étais hyper impressionnée, quoi. Et puis j'étais hyper impressionnée par Rodrigo aussi parce que pour le coup c'est vraiment un grand réal et j'avais vu ses films et du coup j'étais impressionnée. Donc voilà. Et puis quoi dire, ils ont été tellement bienveillants. Marina, elle a été géniale. Elle se mettait vachement. Je stressais énormément de jouer avec elle et je stressais énormément parce que le tournage je l'ai commencé sur le plan séquence aussi. Oui, c'est la première scène que j'ai tournée. Ouais. Et je stressais énormément. Et tu vois, elle venait me voir, elle me disait, la veille, elle me disait, est-ce que tu veux qu'on répète? Est-ce que tu veux... Elle se mettait beaucoup à mon service. Ah, c'est cool. Ouais, vraiment, j'ai eu une partenaire extraordinaire. Trop bien. Ouais. Chance. Comment t'envisages la suite de ta carrière? Parce que tu disais tout à l'heure que t'avais pas trop de soucis par rapport à ta carrière, t'étais plus stressé par rapport à ta vie perso. Ouais, alors un peu plus aujourd'hui. Ok. Tu veux dire qu'il y a... Ça crée des attentes? Ça a créé des attentes chez toi? Ouais. Tu vois, moi, ça fait 8 ans que je suis à Paris, donc ça va quand même petit à petit. Et t'as des gens, ils arrivent, ils font un film et hop, ça y est, ils sont connus de tout le monde et ça y est, ils marchent, quoi. Moi, c'est pas le cas. En même temps, c'est une force parce que ça m'a appris beaucoup. J'ai eu le temps de voir comment ce métier marche, comment fonctionner, j'ai appris plein de choses et ça m'a laissé le temps de me construire et de me renforcer et de savoir ce que je veux et surtout ce que je veux pas. Comment je l'envisage? J'ai un peu plus peur aujourd'hui parce que mine de rien, c'est ce qu'on dit, hein, à partir de 20 ans, ça passe super vite. J'ai 27 ans, 7 ans sont passés très rapidement. Je suis bien. Et puis aujourd'hui, les choses ont changé. Avant, les actrices, si elles n'étaient pas connues à 27 ans, c'était compliqué. Maintenant, il y a plein d'actrices après 30 ans qui marchent de plus en plus, etc. Camille Cotin, on a plein d'exemples. Donc, je suis à la fois assez tranquille, à la fois j'ai un petit peu peur. Là, ce que j'espère, pour être tout à fait honnête, c'est que j'ai eu des beaux rôles, mais là, j'espère le rôle. Enfin, j'aimerais bien avoir un rôle où j'ai vraiment un challenge d'un truc qui me touche beaucoup, enfin, un truc que j'ai envie de défendre et qui peut me mettre un peu, sur le devant, quoi, pour que je commence à avoir une place. Mais ce que j'espère juste, c'est faire des belles rencontres et surtout, moi, c'est travailler avec des réals que j'admire et faire des beaux films, quoi. Comme Laetitia, je pense que c'est probablement le truc dont je suis plus fière parce que je pense que ça avait une vraie utilité. Donc voilà. Je me demandais un peu à quel point t'avais la pression du temps qui passe. Tu sais, parce qu'il y a toujours un peu cette... Là, vous ne la voyez pas, mais elle fait des grands yeux en regardant dans le vide. Tu sais, il y a toujours un peu ce truc l'actrice à 50 ans qui disparaît parce que à un moment donné, on va plutôt mettre des meufs plus jeunes pour venir jouer des rôles plus vieux, etc. Et je me disais,
tu vois, tout à l'heure, tu disais au tout début, c'est marrant de faire ce témoignage pour dans 30 piges, quoi, tu vois, pas être écouté. Est-ce que tu prends le temps parfois de te dire, ok, dans 30 ans, où est-ce que je serai, quoi? Oui, non, enfin, oui, par contre, le sujet de l'actrice qui vieillit, et même en tant que femme, ouais, c'est un truc déjà que j'y pense pas mal. C'est un truc qui me fait peur. En fait, ma question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour bien aborder ça, pour bien vivre le fait de vieillir en tant qu'actrice, en tant que femme. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que je pense que j'ai un côté où... je pense que après ça dépend des goûts et des couleurs, mais je suis plutôt considérée comme jolie. Et je pense que parfois, c'est pas que je joue de ça, mais que c'est important pour moi qu'on me trouve, tu vois, enfin je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais, ou en tout cas, je sais que par exemple dans la rue, on avait cette discussion avec ma sœur sur ça, qu'on aimait quand on nous regardait dans la rue, quoi. Tu vois. Tu parlais de toi quand t'étais petite déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais ma sœur a vachement ça aussi, par exemple. Et on parlait de ça et on se disait, mais putain, mais comment on va faire quand on sera plus vieille et qu'on sera moins regardé, quoi. Alors, je ne joue pas du tout que sur ça. Je pense que j'ai d'autres qualités quand même. Mais voilà, il y a vraiment cette question-là. Ça veut dire se détacher de son image aussi? Ouais, se détacher de son image. J'ai pas trop de réponses encore. Okay. Par exemple, après je vois des nanas de 50, 60 ans qui sont hyper sexy, qui sont hyper, enfin tu vois, en tout cas qui sont très bien dans leur peau, tout ça. C'est juste qu'on les voit pas beaucoup au cinéma. Ouais. Voire même on les voit pas au cinéma. Bah, un bon exemple, Marina dans Asbestas, qui a dépassé la cinquantaine, qui est quand même vachement belle. Il y a plein d'actrices aujourd'hui, je le sais, qui font très attention à leur image et qui utilisent ce fameux filtre au cinéma. Tu connais ça? Non. Ah, tu connais pas? Ah ouais, ça c'est horrible. En fait, c'est un filtre qui te lisse. Comme mais sur Insta. Sur tout le film, tu vois. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux. Parce que ce filtre coûte très cher au producteur. Donc, tu sais, souvent on dit, c'est la faute des producteurs, des réalisateurs. C'est plus compliqué que ça, je trouve. Parce qu'en fait, il y a un cercle vicieux. C'est que les actrices le demandent. Et ça coûte très cher. Donc parfois, moi j'ai un réalisateur qui était très cool et qui m'avait dit, le problème c'est que vu que l'actrice le demande et que ça me coûte trop cher, j'ai pas envie de mettre je sais pas combien de pourcents de mon budget là-dedans, donc je prends une nana plus jeune, tu vois. Sauf qu'en même temps, si les actrices le demandent pas, au bout d'un moment on leur donne plus de rôle parce qu'elles sont, tu vois, elles font trop vieilles par rapport à l'image qu'on a de la femme, etc. Donc c'est un vrai cercle vicieux problématique. Ah yes. Tu vois. Ok. Tu vois un peu. Oui. Et donc ce qu'il faudrait juste, c'est que on accepte que les femmes vieillissent. C'est ça. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a un truc qui m'a marqué. Je vois une bande-annonce et je vois deux acteurs et qui ont, je sais pas, la soixantaine. Et je me dis, mais attends, mais elle est vachement vieille par rapport à lui. Non, ils avaient le même âge. C'est juste que je pense qu'on est tellement habitués, les choses évoluent quand même, mais on est tellement habitués à l'œil de voir au cinéma, à l'écran, une femme beaucoup plus jeune qu'un mec, que quand c'est le même âge, parfois ça nous choque. Moi, on m'a quand même proposé de jouer... Bon, alors, ça s'explique oui et non, parce que c'était un truc d'époque sur l'époque Louis XVI, etc. Ouais. De jouer quand même la maîtresse, j'avais 19 ans, de jouer la maîtresse d'un mec qui, l'acteur avait 80 ans. Voilà. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, le bon exemple qu'il y avait, c'est que Marina Foïs, dans Asbestas, a complètement joué le jeu. C'est-à-dire qu'à aucun moment elle a un filtre. Elle n'était pas maquillée, même il lui rajoutait des taches, etc. Ouais. Et donc elle a vraiment été au service de son personnage et donc du réal, etc. Et puis elle est super belle dans ce film. Elle est magnifique. Ouais, il faut juste qu'on évolue tous sur ce sujet. C'est tellement ancré, quoi. Et comme tu dis, c'est un cercle vicieux. On sent qu'il y a à la fois, enfin il y a des forces qui tirent de toutes parts, quoi, tu vois, et que j'imagine à quel point c'est dur aussi pour, comme tu dis, tu vois, pour une femme qui a été jeune, qu'on a beaucoup félicité pour sa beauté, sa police, etc., qui a aussi séduit grâce à ça aussi. Mais tu vois, même aujourd'hui, pardon, je t'ai coupé. Non. Même aujourd'hui, c'est trop drôle parce que là, je vais jouer
une fille qui a 10 ans de moins que moi, et je sais que le réalisateur voulait de moi, m'a choisi, mais avait peur par rapport au fait que je fasse trop vieille. Et je me retrouve, moi, dès à présent, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais dans ce truc, de faire attention, de me dire, putain, par exemple, tout con, il y a 2 semaines, je me suis acheté des crèmes, parce que je me suis dit, il faut que j'ai une peau hydratée, il faut que je fasse jeune, en fait, plus jeune que je fais maintenant. Dans la vie, je m'accepte très bien, heureusement, j'ai 27 ans quand même. Mais, tu vois, je commence à avoir des cheveux blancs, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je les enlève ou pas? Tu vois, des trucs tout cons. Mais là, c'est pas tout, on parle pas là, tout à fait pour un la rôle, même chose. tu vois, donc c'est un peu différent. On parle pas de la même chose. C'est-à-dire que t'es en train de penser à tes cheveux blancs par rapport au fait que tu alors que je m'en fous. Ceci dit, ils auraient pu prendre une môme de 18 ans, tu vois, ils auraient pu prendre une Marie de 18 ans. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je t'ai pas amené dont t'aurais aimé parler? Parler de plein de trucs. Alors là, peut-être juste, je dirais que juste dans mon parcours, j'ai eu la chance jusqu'à maintenant de rencontrer des gens extraordinaires. C'est des gens qui m'ont tendu la main. Déjà, j'ai eu une chance folle, c'est que je suis tombée que sur des réals incroyables. Bon, plus des garçons que des filles, j'aimerais bien tourner aussi avec des filles, mais que des réals incroyables, des gens humains géniaux, et des gens qui m'ont tendu la main. Genre comme Jeanne Gottesdiener, comme d'autres gens comme Raphaël Danglars, etc. Et donc, si jamais juste des gens ces gens-là m'écoutent à ce moment-là, genre juste, je veux dire un grand merci, quoi. Ah, c'est adorable. Ouais. Et voilà. Donc ça, ouais, vraiment. Ouais, même mes amis, ma sœur, ma famille et tout. Voilà. Bisous, dédicaces. Ouais, voilà. À toute la famille. Ouais. Mais oui, attends, parce que souvent je dis ma sœur, mais je fais aussi dédicace à mon autre sœur, Nina, et mon frère Anthony. Oui. Sinon, ça va barder. Merci beaucoup, Marie. Je mettrai un lien pour si les gens veulent aller te suivre. J'imagine sur Insta, tu préfères que les gens viennent te suivre sur Insta pour aller suivre ton actualité et tout. Et puis, merci beaucoup d'être venu raconter ton début d'histoire de début de succès, tu vois, comme tu disais. Mais merci 1000 fois à toi. Ah non, mais c'est trop cool. Ouais. J'ai adoré. Et j'espère que dans 30 piges, tu t'écouteras et tu te diras, dites donc, c'est fou, la jeunesse et la fougue. Ouais, putain, ça sera drôle. Merci beaucoup, c'est cool. Ouais, merci. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.